Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? On est aussi condamné à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed El, qui avait tué Alban Gervais en 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école Sévigné, est passé à l'acte de nouveau. Votre époux, Alban Gervais, a été tué de plusieurs coups de couteau devant une école à Marseille en mai 2022. Ce mercredi 25 juin, son meurtrier vient d'être déclaré pénalement irresponsable et n'effectuera donc pas de peine de prison. Pouvez-vous nous raconter comment l'agression s'est produite? Le 10 mai 2022, vers 18h15 à peu près, je commence quand même à m'inquiéter parce que je ne le vois toujours pas arriver. Un petit peu plus tard, je suis appelée par l'école qui m'explique qu'Alban a été agressé devant l'école et qu'il faut que je vienne rapidement. Et c'est là qu'il va m'annoncer que c'est une attaque au couteau. On allait voir un autre policier qui nous a dit qu'Alban était parti avec le SAMU. Le professeur de réanimation qui est de garde ce soir-là va m'expliquer effectivement qu'Alban a fait plusieurs arrêts cardiaques déjà, qu'il y a une plaie du cœur. Bon, là je comprends que c'est terminé probablement, que c'est catastrophique. J'ai appris que c'était une attaque au couteau, que l'individu avait été stoppé par des passants. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est encore très flou. Je pense qu'on n'aura jamais les réponses. Le meurtrier d'Alban ne répond pas aux questions. Qu'Alban, malheureusement, n'est plus là pour répondre et que ma fille qui était présente dans la voiture était trop petite pour exprimer ce qui s'est passé. Elle avait 20 mois. Une partie de l'agression a lieu dans le véhicule où Alban se trouve avec ma fille qui est dans le siège auto à l'arrière. Ensuite, il y a un deuxième temps d'agression qui a lieu devant la fenêtre de la porte. Puis le meurtrier va poursuivre Alban sur une vingtaine de mètres à peu près, le pousser dans un laurier et continuer à le poignarder. Il y a eu plus d'une dizaine de coups de couteau et ce qui va être fatal pour Alban, c'est un coup de couteau au niveau du cœur en fait. Donc Alban a été agressé le 10 mai et il est décédé le 26 mai en fin de journée. J'ai rencontré Alban en 2011, j'étais externe en imagerie médicale, il était interne en imagerie médicale. Il était radiologue militaire au service de santé des armées. Je pense que c'était une des personnes les plus gentilles que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était vraiment un papa très impliqué. Et c'est ce que j'ai dit à la chambre d'instruction. Le dernier message qu'il m'a écrit, il se termine par enfant. Et voilà, je trouve que c'est tout un symbole de sa vie et de l'homme qu'il était. 3 expertises psychiatriques ont établi que le discernement du meurtrier était aboli au moment des faits. Certains éléments du dossier sont néanmoins troublants. Pourquoi ? Moins d'une heure auparavant, en fait, le meurtrier d'Alban va se présenter devant l'école des Lilas, qui est en haut de la rue de Sévigné, à peu près 800 mètres. Et il va entrer dans le véhicule sur le siège passager d'une enseignante de l'école. Exactement ce qu'il fait pour Alban. Un appel à la police va être passé par la directrice de l'école, avec finalement très peu de réactions. À ce moment-là, le meurtrier d'Alban se déplace et donc il va se retrouver devant l'école Sévigné où il va refaire la même chose, qu'il a dit qu'il l'avait tué au nom de Dieu. Laissez-moi le finir, c'est le diable, j'ai tué au nom de Dieu. On apprendra ensuite qu'effectivement, par contre, il est consommateur de cannabis et d'ailleurs, il est positif au cannabis au moment de l'agression. Il a été placé en unité malade difficile en août, début août 2022. Et très vite, en fait, la question de la psychiatrie, de l'aspect psychiatrique va se poser. Tout le reste devient moins important quand même, en fait. Il va savoir nous dire qu'il ne savait plus qui il était, qu'il n'était plus lui-même, qu'il s'est retrouvé devant la Timone, qu'il était perdu, qu'il ne savait plus où aller. Et puis quand on va lui poser des questions sur ce qui s'est passé dans la voiture, là, il ne sait plus. Vraiment, sa réponse est « je ne sais pas, je n'étais pas moi-même ». Il nous a répété ça de nombreuses fois. Par contre, voilà, il sait nous dire qu'il a entendu des voix. J'ai quand même la sensation d'une mémoire très sélective. Donc on se base quand même, en grande majorité, pour cette prise de décision sur ce que cette personne allègue. Pendant l'instruction, on a reçu 3 expertises psychiatriques. Effectivement, toutes concluent à une abolition totale du discernement, ce qui conduit donc à une irresponsabilité pénale et donc à une non-condamnation à une peine de prison. À l'inverse, on a aussi un des psychiatres qui écrit « Je n'ai aucun argument ce jour pour une pathologie psychiatrique sévère ». Quand on lit tous les PV d'audition, on a quand même un policier qui s'étonne en fait de son comportement discordant entre les géoles et son comportement devant les médecins. Ça n'a pas été repris non plus dans la chambre de l'instruction. Il y a un expert psychologue qui l'a vu en expertise, qui nous dit qu'on est probablement sur une bouffée délirante aiguë, mais qu'il ne peut pas exclure une simulation visant à éviter une condamnation pénale. Il est sorti du MD en juin 2024. On l'apprend par hasard en lisant le réquisitoire du procureur en janvier 2025. Je trouve que son hospitalisation en unité maladie difficile a quand même été très courte, c'est moins de 2 ans. Donc là, on a eu la décision d'irresponsabilité pénale. Donc ensuite, il passe en hospitalisation d'office, en fait, comme on appelait ça auparavant. Et cette mesure, elle finira par être levée. Il faudra 2 experts psychiatres pour valider sa sortie. Son suivi sera fait en ambulatoire en ville, dans son secteur. Les psychiatres, dans leurs expertises, parlent déjà de sa future réinsertion dans la société. Mais nous, on vit avec la mort de la personne qu'on aime dans des conditions quand même abominables. Les experts psychiatres vont quand même aller jusqu'à nous dire que le risque de récidive de l'individu, c'est
vraiment impossible à prévoir. C'est comme un infarctus du myocarde. On n'est quand même pas dans le même enjeu pour la société et pour la sécurité de tous. Mais finalement, la question de la responsabilité des psychiatres qui vont le faire sortir, moi, on m'a quand même répondu, oui, mais si on fait ça, on n'aura plus aucun psychiatre qui voudra prendre en charge ses patients. Mais c'est pas ça la réponse, en fait, qu'on peut entendre. Comment expliquer à ces enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? Quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit mais c'est pas juste en fait, c'est très grave ce qu'il a fait, il faut qu'il ait une grosse punition. Je leur ai dit qu'il était trop malade pour aller en prison et que donc il allait aller très longtemps à l'hôpital. Mes enfants sont aussi, depuis le début, ont très très peur en fait. Je pense que la confiance en la justice est quand même altérée, pas uniquement à cause de notre affaire. Je suis un peu plus l'actualité sur le plan judiciaire. Le meurtrier d'Alban, même condamné, il aurait quand même fait une peine de prison bien trop courte à mon goût. Je dis souvent que le meurtre, en fait, nous vole presque notre deuil parce que finalement, on est tellement traumatisé par l'agression en elle-même que la mort d'Alban arrive presque ensuite, en fait. Ce qui est encore plus dur, probablement, et pour mes enfants et pour moi, c'est ce qu'il a subi avant de mourir. On est aussi condamné, finalement, à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed El, âgé de tel âge, qui avait tué Alban Gervais en 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école Sévigné, et passe à l'acte de nouveau. Vous êtes engagé au sein de l'association Delphine Sandrine qui demande à modifier l'article du Code pénal qui porte sur l'irresponsabilité pénale et dénonce les lacunes du système judiciaire français. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la future remise en liberté du meurtrier de votre mari? Effectivement, moi j'ai choisi de m'engager auprès de l'association Delphine Sandrine dans la mesure de ce que je peux faire parce que j'élève aussi seule 3 enfants qui ont perdu leur papa. Donc ça va faire partie effectivement d'un de mes combats futurs. Qu'est-ce qui va être mis en place en fait pour nous assurer que cette personne ne va plus être dangereuse pour la société? On se rend compte que la réponse elle est très maigre. Et on le voit, on a des patients qui ont été déclarés responsables pénal, sur le plan pénal en 2017, qui vont récidiver moins de 5 ans plus tard. Cette année, on a vu, on en a discuté. Moi, je voudrais qu'il y ait des outils communs, une formation vraiment claire, commune en fait pour les experts psychiatres. Et peut-être que ça passe aussi par des temps plus longs pour l'expertise psychiatrique en présentiel avec le patient, j'entends. La question de la temporalité aussi de l'expertise psychiatrique. Est-ce que c'est cohérent de faire une expertise psychiatrique 4 mois plus tard? Là, un expert psychiatre peut quand même empêcher, entre guillemets, une condamnation pénale sur quelque chose qu'il n'a pas constaté de ses yeux le jour des faits. Donc c'est la question effectivement de la prise en charge de ces patients, du suivi de ces patients. Il y a des pays qui proposent un suivi très proche en fait avec un travailleur social. Comment on fait effectivement pour pouvoir retrouver un patient qui ne viendrait pas prendre son traitement et sur quels critères vraiment fiables, reproductibles en fait, va libérer ces patients en ville. Un des points aussi qu'on soulève, c'est la mise en place d'un juge d'application des soins, comme il existe pour les juges d'application des peines, mais qui serait là justement pour veiller à la bonne tenue des soins de ces patients psychiatriques. Il y a des pays, par exemple, qui proposent des centres fermés, mais avec un gradient du plus fermé à moins fermé et encore moins fermé. Et ça, c'est peut-être des modèles sur lesquels on pourrait se baser en France. Ça n'existe pas aujourd'hui. On est sur une vraie question de fait de société où les attaques à l'arme blanche sont bien trop nombreuses. Je ne peux pas entendre en fait qu'un fait divers en chasse un autre. C'est l'impact sur les victimes, sur les familles de victimes est tellement fort pour mes enfants et moi. On est quand même sur un effort permanent pour réussir à être un petit peu heureux quand même. Donc je ne peux pas entendre dire le président de la République qu'il y a un brainwashing sur les faits divers. Je ne peux pas entendre dire l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. On a des réactions à chaud finalement à chaque fait divers avec des mesures à chaud, certes, mais alors à quel moment on prend des décisions à froid puisque ça fait qu'on est quand même malheureusement sur une succession de faits divers depuis des années avec finalement des mesures qui sont quand même, je suis désolée, mais ridicules. Le Premier ministre François Bayrou qui nous dit qu'on va interdire la vente de couteaux aux mineurs. Alors interdisons-leur vite aussi l'accès aux cuisines dans ce cas-là, parce que voilà, interdisons-leur l'accès au supermarché. Et donc à 18 ans et un jour, on pourra aller acheter un couteau et passer à l'acte. Il suffit justement de lire les journaux pour voir que les agressions au couteau, il y en a partout. J'ai quand même essayé d'interpeller par courrier la présidence de la République au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Emmanuel Macron est venu à l'hôpital Lavéran en juin 2023, je crois. J'ai été prévenue qu'il souhaitait me rencontrer. On a eu un entretien assez long, pour le coup, plus d'1 heure. J'ai eu l'impression qu'il était réceptif à ce que je disais, mais c'était plus de 2 ans maintenant et on voit bien qu'effectivement rien n'a bougé et que rien ne se passe.